Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Gérard, vers quelle terre lointaine nous emmenez-vous ce matin ? Jacqueline, je vous propose que nous nous dirigions dans le plus grand pays du monde, celui qui couvre actuellement la plus grande surface terrestre. En ai-je assez dit, avez-vous deviné ? Alors laissez-moi réfléchir, s'agirait-il de la Russie ? Oui, la Russie est bien géographiquement le pays le plus étendu du monde avec actuellement 17,1 millions de kilomètres carrés. Mais voyez-vous, même en géographie, il faut être prudent, car il y a 30 ans, donc du temps de l'URSS, cette entité représentait 22,4 millions de kilomètres carrés. La Russie actuelle a donc perdu 20% de la surface couverte par l'ex-URSS. La Russie a ainsi perdu la Géorgie, l'Ukraine et puis tous les stans, comme l'on dit, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Merci pour ces précisions de superficie et cette mise au point. Maintenant que nous connaissons le pays, quel éclairage, quel sujet voulez-vous nous faire découvrir ? Le secret de Vladimir Poutine, son carré d'as. Cette émission porte en effet le titre « Le carré d'as de Vladimir Poutine ». Il s'agit de découvrir et de passer en revue les 4 lignes de force de la Russie, les 4 lignes stratégiques que le président russe met en œuvre sur la scène géopolitique internationale. Et en premier lieu, contre son adversaire géopolitique proche, pas son ennemi, son adversaire, l'Europe. Donc, comme aux cartes, si nous, Européens, nous connaissons le jeu de notre adversaire, il doit être normalement plus facile de l'empêcher de gagner la partie. Donc dans ce que vous nous présentez comme un carré d'as, et soit dit en passant une très impressionnante partie de cartes géopolitiques, quel serait donc, selon vous, le premier de ces as détenus par la Russie ? Le premier as se situe dans le domaine énergétique et s'appelle le pétrole. Alors Gérard, comment dans ce cas pouvez-vous nous décrire la naissance de la force, ou comme vous l'appelez, de l'as russe dans le domaine pétrolier ? Eh bien, vous ne serez pas surpris, Jacqueline, si je vous dis qu'il est nécessaire d'observer et d'analyser l'histoire récente de la Russie dans ce domaine. Effectivement, la Russie a toujours joué un rôle de producteur important, frisant les 10 millions de barils par jour avant la chute de l'URSS. Et donc, avec la dislocation donc de l'Union soviétique, eh bien, la production s'est gravement diminuée et s'est dirigée vers les 6 millions de barils par jour. Alors, en dehors de la production, le pays est aussi exceptionnellement bien placé puisqu'il représente le septième réservoir de pétrole du monde et il est le 2e producteur mondial derrière les États-Unis. Alors, donc, si on regarde un petit peu l'histoire récente, de 2000 à 2015, donc l'arrivée de Vladimir Poutine avec l'apogée avant la crise du pétrole de 2014-2015, eh bien, la Russie s'est employée à développer son industrie pétrolière et à reconquérir ces 10 millions de barils par jour. Donc, c'est ce qui s'est produit. Et en plus, baguette magique, eh bien, les prix du pétrole ont été multiplié par 6 entre 2000 et 2015. Je dis bien par 6, de $18 le baril en 1999 exactement, le prix est passé à $108 en 2014. Donc voilà, l'envolée récente, contemporaine de la production et des prix a placé la Russie dans une situation tout à fait dominante. Et donc en 2016, la Russie est rentrée dans l'OPEP+, et donc a permis à l'OPEP de retrouver une part de marché de 50%. Oui, mais vous vous arrêtez, si je comprends bien, à 2016. Cela veut-il dire que d'autres événements plus récents et nouveaux se sont déroulés depuis ?
Tout à fait, Jacqueline. Il y a eu une brève fâcherie avec l'Arabie Saoudite début 2020 et nous avons la solidarité actuelle dans le cadre de l'OPEP+. Alors, pourquoi la Russie a rejoint l'OPEP? Parce qu'il y avait effectivement cette guerre des prix et cette baisse des prix du pétrole liée à l'arrivée du pétrole de schiste américain. Donc, pour contrer cela, l'Arabie Saoudite a décidé d'ouvrir davantage ses robinets et donc d'inonder le marché de façon à casser encore davantage les prix. Et l'idée, la stratégie était de forcer les producteurs américains à sortir. Mais ce qui a été fondamentalement oublié, c'est qu'effectivement, on peut mettre des entreprises financières en difficulté, des producteurs de pétrole, on peut les mettre en difficulté, mais le pétrole qui est dans le sous-sol, il reste. Donc une fois que la crise des prix est passée, eh bien, de nouveaux opérateurs peuvent arriver. C'est ce qui s'est passé. Donc l'Arabie Saoudite a finalement, avec la Russie, décidé de rejouer un serrage des production et donc de relever les prix. C'est ce qui s'est passé en 2016-2017 et donc il y a eu un consensus. Et ce consensus entre l'Arabie Saoudite et la Russie, eh bien, s'est disloqué au début de la crise du Covid. Parce que la Russie a imaginé refaire ce que l'Arabie Saoudite avait fait quelques années plus tôt, essayer de faire sortir les producteurs de schiste américains. Eh bien, ils n'y sont pas arrivés parce que l'Arabie Saoudite a rejoué la même stratégie, a rouvert les robinets. Donc, quelques semaines plus tard, tout le monde à nouveau autour du tapis vert et on est donc depuis le mois de mars 2020 dans une solidarité complète de l'OPEP+, donc qui gère un peu plus de 50% de la production mondiale de pétrole. Donc, cela donne à la Russie une position forte dans ce cadre international. Elle est le deuxième producteur mondial derrière les États-Unis. Cela représente plus de 130 milliards de dollars de revenus en 2018, et deuxième fournisseur de l'Europe en pétrole. Merci Gérard pour cette découverte du premier as de la Russie avec cette position forte dans le marché pétrolier mondial. Gérard, après le pétrole que vous venez de nous décrire, quel est le deuxième as de Vladimir Poutine ? Eh bien, Jacqueline, pour ce deuxième point fort, ce deuxième as, nous ne quittons pas le domaine de l'énergie, car ce deuxième as, c'est le gaz. Et au niveau du gaz, la Russie est le premier réservoir de gaz au monde. C'est-à-dire que la Sibérie joue là un rôle absolument extraordinaire et place donc la Russie comme première réserve de gaz naturel au monde devant l'Iran et le Qatar. Alors, petite parenthèse, l'Iran, donc là, joue un rôle important dans le gaz, mais aussi dans le pétrole. L'Iran est le troisième réserve de pétrole au monde. Donc, voyez-vous, si un jour ce pays devait changer de situation, aux portes de l'Europe, nous avons parce que l'Iran est à côté de la Turquie, n'est-ce pas? Frontière commune. Aux portes de l'Europe, nous avons un gigantesque réservoir d'énergie, pétrole et gaz. Je referme la parenthèse. Donc, la Russie, première réserve de gaz naturel au monde, et deuxième exportateur mondial. Donc voilà une position exceptionnelle en étant également deuxième producteur mondial. Donc, voyez-vous, quand on parle d'as, eh bien, effectivement, là, la position est extrêmement forte. Donc, ces exportations de gaz représentent plus de 50 milliards de revenus pour la Russie et placent la Russie comme premier fournisseur de l'Europe occidentale. Et donc là, effectivement, nous avons pas la main sur la gorge, mais voyez-vous, on a la Russie qui est dans une position d'extrême force. Alors, cela représente des situations différentes d'un pays de l'Europe par rapport à l'autre. Le gaz russe représente pour la Pologne 80% de ses approvisionnements, mais seulement
24% pour la France. Donc, en dehors de l'Europe, eh bien, la Chine joue aussi un extraordinaire rôle vis-à-vis des débouchés, puisque la Russie et la Chine ont signé un accord pour la fourniture sur plusieurs dizaines d'années, soit, mais de 400 milliards de dollars donc de gaz vers la Chine. Puisque effectivement la Sibérie, eh bien, elle est proche, donc les pipelines, les gazoducs vont pouvoir jouer leur rôle. Et donc on voit aussi l'importance des gazoducs vers l'Europe. Tout le monde a entendu parler des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui est sur le point d'entrer en œuvre, d'entrer en production, en distribution. Et donc, on se souvient aussi des hésitations des États-Unis en disant à l'Allemagne, attention, ne vous mettez pas complètement dans les bras de la Russie, voyez-vous. Donc, il y a ce souci. Et donc, étant donné cette force de la Russie dans le domaine du gaz, eh bien, il y a quelques petites semaines, Vladimir Poutine a lancé l'idée d'un OPEP du gaz. Donc, comment, à nouveau, la Russie, tout premier producteur de cette matière première centrale, et de plus en plus centrale, eh bien, va essayer de nouer autour d'elle des alliances pour non plus avoir un rôle, je dirais, de proximité Chine-Europe, mais un rôle mondial. En effet, Gérard, en vous écoutant, nous comprenons que la Russie dispose d'un grand pouvoir et de fortes capacités d'influence dans le domaine énergétique. Exactement. Donc, on a tous en mémoire, eh bien, les démêlés entre la Russie et l'Ukraine à propos du prix du gaz, à propos de la disponibilité du gaz. L'ours russe ouvrant ou fermant le robinet pour alimenter donc les réseaux ukrainiens. Même situation vis-à-vis de la Biélorussie. Et récemment, eh bien, la Russie vient de signer un accord de fourniture avec la Moldavie, donc tout petit pays de la sphère européenne, mais voyez-vous, donc il y a une présence absolument diffuse et générale. Donc l'Europe peut être au cœur d'une déstabilisation économique et politique si eh bien, les maîtres du Kremlin avaient l'idée d'ouvrir ou de fermer plus ou moins les robinets de gaz. Gérard, vous venez d'évoquer les deux premiers points forts de la Russie, enfin les deux premiers as. Dans quel domaine se situe le troisième as ? Eh bien, celui de l'armement, et plus précisément de la technologie militaire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'URSS d'alors donc a surjoué la domination militaire avec des forces terrestres, des nombres de fusées, des bombes atomiques géantes, on parlait des 100 mégatonnes. Donc il y a une tradition militariste soviétique et russe. On l'a vu pendant la guerre froide, n'est-ce pas, avec la puissance de l'armée soviétique, la puissance de la marine soviétique. Et donc, il y a eu la rupture de 1991-2000. Donc, effectivement, 10 années après la chute de l'Union soviétique. Mais, si vous vous souvenez de ce que nous avons pu décrire il y a quelques minutes, l'envolée de la production de pétrole et de gaz et l'envolée des prix de 2000 à 2015, eh bien, ont donné et ont doté la Russie d'une fantastique cassette donc de dollars pour pouvoir revivifier son armée. Et donc le leitmotiv de Vladimir Poutine a été de créer une armée beaucoup plus moderne, de continuer à investir dans les armes de haute technologie. Et nous arrivons là à ce que les Russes ont annoncé depuis 2 ans, la disponibilité, la mise en œuvre d'armes hypersoniques. Alors, ces armes hypersoniques, elles sont de
potentiellement deux usages, ou bien vous leur mettez une tête conventionnelle, ou bien vous leur mettez une tête nucléaire. Donc c'est là un grand carrefour, parce que en termes de tête nucléaire, eh bien là vous avez une déstabilisation du système, parce que le planeur hypersonique change de trajectoire. Et donc les États-Unis et leurs alliés ont dépensé beaucoup d'argent pour des systèmes antimissiles qui étaient basés sur des trajectoires stables de missiles russes ou chinois ou autres qui rentraient vers nos territoires. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de trajectoire qui peuvent être déterminés, donc il y a une rupture de l'équilibre stratégique. Et donc cette avancée-là, eh bien, elle est mise en musique, si je puis dire, par la Russie pour renforcer son leadership, son image de leadership. Donc je suis un leader dans le domaine énergétique et je suis un leader dans le leadership militaire. Vous venez de nous décrire parfaitement la troisième ligne de force russe qui consiste donc dans ces avancées militaires technologiques, des avancées destinées à déstabiliser les défenses des adversaires potentiels. Quel est à présent, Gérard, le quatrième as, selon votre appellation choisie ce matin ? Eh bien, nous avons décrit deux as dans le domaine énergétique. La Russie a développé un deuxième as dans le domaine militaire, ce que l'on appelle la guerre hybride. Alors, on va passer quelques instants à expliquer cela. Le père de la guerre hybride, eh bien, est russe. Il s'agit du général Gerasimov, qui est rien d'autre que le chef d'état-major de l'armée russe, et donc dans cette position, il est aussi vice-ministre de la Défense. Et en quoi consiste cette vision, cette stratégie de la guerre hybride ? Eh bien, elle consiste premièrement à utiliser des forces classiques, mais en ne les employant pas en tant qu'État. En laissant une zone, en faisant naître une zone grise, c'est-à-dire qu'on va utiliser des militaires russes, mais on va changer leur uniforme pour avoir un uniforme gris, n'est-ce pas, sans aucune identification. C'est comme ça que l'on donne un coup de main à la résistance en Ukraine, dans le Donbass. Ce n'est pas l'armée russe qui, en tant que telle, intervient. Ce sont des milices, mais qui viennent de l'armée russe. Donc on emploie du matériel d'État, du matériel militaire officiel, mais dans un cadre gris, non reconnaissable. Et donc le deuxième aspect, eh bien, c'est l'emploi effectivement de milices privées. On a entendu parler du groupe Wagner, qui est un peu le reflet de ce que les États-Unis ont développé il y a une dizaine d'années, à la différence près que les groupes paramilitaires américains opéraient à côté de l'armée américaine. Tandis que là, les groupes militaires, le groupe Wagner, eh bien, opèrent de façon indépendante. Et bien sûr, en étant rattachés aux officiers et aux structures militaires russes, mais on sauvegarde cette idée d'indépendance. Donc, voyez-vous, on cultive l'image du gris, de la guerre hybride, on fait des avancées militaires, mais sans reconnaître la réalité officielle de ces uniformes ou la réalité officielle de ces armes. Donc on a une stratégie militaire russe par le haut avec les armes hypersoniques et une stratégie militaire que je pourrais définir par le bas, donc avec les milices Wagner. Donc on a le visible et l'invisible. Merci Gérard pour cette présentation très claire et précise qui va certainement nous conduire à évoquer des conséquences et des conclusions. Gérard, à partir de ces 4 axes de force à la disposition de la Russie, qui semblent très impressionnants, on note cette stratégie très minutieusement élaborée. Comment l'Europe, les pays occidentaux peuvent-ils faire face ? Eh bien, vis-à-vis de l'énergie, il y a une première stratégie qui est celle de la diversification. C'est-à-dire qu'il faut
tout faire, il faut que les pays européens développent toutes les opportunités pour diversifier leurs sources d'approvisionnement en pétrole, diversifier leurs sources d'approvisionnement en gaz. Ça, c'est vraiment le premier niveau de la stratégie immédiate. La deuxième stratégie, eh bien, c'est de sortir de la dépendance, et là, on rejoint les préoccupations climatiques, de la dépendance au gaz et au pétrole avec les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydrogène, le nucléaire. Voilà, dégageons-nous des produits importés. Et deuxième volet, situation militaire, eh bien, il faut que l'Europe puisse développer des technologies hypersoniques, par exemple, puisqu'on vient d'en parler, à son propre avantage. Nous avons en France les possibilités effectivement de le faire. Il faut que nous ayons aussi, nous, un armement hybride et hypersonique. Voilà donc vos analyses vis-à-vis des 4 forces, mais quels seraient vos commentaires vis-à-vis des réseaux d'influence ? Eh bien, effectivement, en dehors de cela, il s'agit de faire en sorte que les réseaux russes, donc les agences d'information, les chaînes de télévision, soient bien identifiés comme étant des relais de la pensée officielle. Mais vis-à-vis de cela, il faut aussi continuer de soutenir les droits de l'homme en Russie, soutenir Navalny dans sa lutte, qui vient de recevoir en plus le prix Sakharov décerné par le Parlement européen le 20 octobre, et puis aussi le prix Nobel de la paix remis à un autre Russe, n'est-ce pas ? Voyez-vous, donc il y a vraiment une stratégie de contrer l'influence. Ce journaliste, donc Dimitri Muratov, rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, dont 6 journalistes et contributeurs ont été assassinés pour leur travail. Donc nous avons un devoir moral de continuer à soutenir tous les réseaux en Russie qui aspirent à la liberté d'information et à la démocratie. Merci Gérard pour cette analyse fort élaborée des 4 points forts de la Russie, de ces 4 as, comme vous les avez appelés. Une fois encore, votre analyse nous dévoile ce grand combat d'influence et de lutte géopolitique qui se déroule sous nos yeux sans que nous en ayons vraiment pleinement conscience. Merci Gérard Vespierre pour ce décryptage.